En 1968, un culturiste de 21 ans sans expérience d'acteur s'est présenté sur le plateau de l'incroyable Hulk. Il était sourd, il était terrifié, et Bill Bixby l'a pris sous son aile. Pendant des années, les gens ont pensé qu'ils travaillaient à peine ensemble, mais Lou Ferrigno vient de révéler la vérité. Bixby passait des heures hors caméra à lui apprendre à jouer, à bouger, à ressentir. Il protégeait les appareils auditifs de Lou du maquillage vert. Il l'a même aidé à traverser des journées de 12 heures qui ont rendu un tiers de l'équipe malade ou ont démissionné. Mais la vraie histoire ne parle pas de la célébrité. Elle parle de perte, de douleur et d'un lien qui a changé leur vie à jamais. En 1937, alors que Bill Bixby n'avait que 13 ans, quelque chose s'est passé à l'intérieur de la Grace Cathedral de San Francisco, dont les gens chuchoteraient pendant des années. Pendant un service de chorale, alors qu'il était vêtu de sa robe, le jeune Bill a tranquillement sorti une fronde et l'a pointée sur l'évêque. Il l'a touché en plein service. Ce n'était pas un accident enfantin, c'était quelque chose qu'il avait planifié. Ça a été banni de la chorale pour toujours. Ce petit cachet de chorale signifiait beaucoup pour sa famille. Sa mère, Jane, qui travaillait chez E. Manon & Co. en tant que cadre supérieur, essayait de maintenir sa famille à flot après des années de difficultés financières. Le scandale l'a profondément embarrassée et a nui à leur réputation déjà fragile. Mais ce moment disait aussi quelque chose de plus grand sur Bill. Il n'avait pas peur de l'autorité. Il préférait enfreindre les règles plutôt que de se taire quand quelque chose ne lui semblait pas correct. Ce schéma le suivrait tout au long de sa vie. En 1952, Bill avait 18 ans et devait être enrôlé pour la guerre de Corée. Il connaissait les risques. Plus de 36 000 Américains étaient morts dans cette guerre. Au lieu d'attendre que l'armée l'emmène, il a fait un geste brusque. Il s'est enrôlé dans la réserve du corps des marines. Il a servi dans le VMA 141, une unité avec une histoire sombre. 18 de ses 41 officiers avaient été tués pendant la Seconde Guerre mondiale à Guadalcanal. Bill gagnait seulement 95 $ par mois en tant que soldat de première classe. C'était moins que ce qu'il aurait pu gagner en occupant n'importe quel emploi régulier, mais rester aux États-Unis lui a donné la chance de survivre et de rêver plus grand. Pendant que d'autres de son âge partaient se battre, Bill gérait les dossiers du personnel à la Naval Air Station Oakland, restant près de chez lui. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie et sa carrière. La raison pour laquelle cela importait tant remonte à son enfance. Bill a grandi pendant la Grande Dépression. Son père, Wilfred Bixby II, n'était qu'un commis de magasin gagnant 18 à 22 $ par semaine. Cela représente environ 350 à 400 $ aujourd'hui. L'emploi de sa mère, chez IMAG, environ 35 à 40 $ par semaine. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Quand Bill avait 8 ans en 1942, son père a rejoint la marine et est parti pour le Pacifique Sud. Cela a laissé Jane l'élever seule. Ils ont déménagé dans des maisons de plus en plus petites. Bill se couchait souvent affamé. Il comptait sur les programmes alimentaires de l'Église pour survivre. C'est pourquoi l'argent de la chorale était si important et pourquoi être expulsé a fait plus de mal que sa fierté. En 1956, Bill a quitté l'UC Berkeley à quelques crédits de l'obtention de son diplôme. Il était fauché mais déterminé. Il a accepté un emploi à l'hôtel Hollywood Roosevelt pour seulement 40 à 45 $ par semaine. Ce n'était pas suffisant pour vivre, alors il a également travaillé comme sauveteur à la piscine de l'hôtel, gagnant 15 à 20 $ supplémentaires. Il travaillait 12 à 14 heures par jour et vivait dans une minuscule chambre de 8 semaines à proximité. Il mangeait les restes de nourriture de l'hôtel et dépensait ses pièces de rechange pour des cours de théâtre. Mais le Roosevelt n'était pas un choix aléatoire. C'était un choix judicieux. Cette piscine était un aimant pour des stars comme Clark Gable et Marilyn Monroe. Un jour, des cadres publicitaires de Détroit l'ont vu là-bas et lui ont offert un emploi de mannequin qui payait 200 $ par semaine, soit 3 fois ce qu'il gagnait à l'hôtel.
Ce moment a tout changé. En 1959, il a pris ses 75 derniers dollars et a acheté un billet de bus pour Détroit. On lui avait offert un rôle dans une pièce de théâtre intitulée The Boyfriend. Le Detroit Civic Theatre ne pouvait lui payer que 25 dollars par semaine. Son loyer était de 20 dollars. Il ne restait donc presque rien pour la nourriture. Il a survécu avec des haricots et du pain et a perdu 18 livres pendant la production. Mais ce rôle lui a donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Des chasseurs de talent l'ont remarqué. Quand il est revenu à Los Angeles, ils lui ont offert 300 dollars par semaine. Ce petit pari de 75 dollars s'est transformé en une carrière complète. Avec l'argent qu'il a gagné grâce à la pièce de Détroit, soit 200 dollars au total, il a payé des cours à l'Estelle Harmon School of Acting. Et c'est là qu'un agent l'a trouvé et l'a engagé. 2 ans plus tard, il a obtenu son premier vrai emploi à la télévision dans The Many Loves of Dobie Gillis. Puis, en 1963, il est entré dans une entrevue et a dit « Bonjour, je suis Bill Bixby ». Le producteur, Jack Chertok, l'a regardé et a répondu « Non, vous ne l'êtes pas, vous êtes Tim O'Hara ». C'est ainsi qu'il a obtenu le rôle principal dans Ma sorcière bien-aimée, qui a duré jusqu'en 1966 et est devenue l'une des 10 émissions les plus regardées à la télévision. Elle s'est classée au 10e rang pendant la saison 1963-64 avec une cote de 26,3. Mais le travail était brutal. Alors que d'autres émissions étaient filmées 3 à 4 jours par semaine, celle-ci était filmée 5 jours complets avec jusqu'à 75 mises en place par jour. Il n'avait pas de temps de répétition et dès qu'un épisode était terminé, il recevait le scénario du suivant. Chaque épisode coûtait environ 57 000 dollars à produire. Ce rôle a rendu Bill célèbre, mais il l'a aussi rendu inquiet. Réussirait-il un jour à échapper à l'image de Tim O'Hara? Pour percer, il a accepté de petits rôles au cinéma, même non crédités. En 1963, il a joué un marin tatoué dans Irma la douce de Billy Wilder aux côtés de Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Le film a rapporté 25,2 millions de dollars et a été interdit à la télévision pendant des années en raison de son intrigue. Même si son rôle était petit, il a appris comment fonctionnaient les grands plateaux de studio et a établi des liens avec les meilleurs réalisateurs. En 1967, il a été choisi dans Clambake dans le rôle de James J. Jameson Truss aux côtés d'Elvis Presley. Mais les choses sur le plateau étaient chaotiques. Elvis avait pris du poids, a glissé dans sa salle de bain et s'est cogné la tête. Le tournage a été retardé. Elvis était également malheureux de faire une autre comédie musicale loufoque. Son entourage causait le chaos quotidiennement. Des batailles de tartes, des pétards, des batailles de seuil. La MGM a dû envoyer des avertissements pour contrôler la folie, mais Bill est resté professionnel. Elvis le respectait, allant même jusqu'à emprunter l'un des morceaux de spoken word préférés de Bill, Softly as I Leave You, pour ses concerts des années plus tard. Le film a quand même atteint Saka 15 au box-office. L'année suivante, en 1968, Bill a de nouveau joué avec Elvis dans Speedway. Il a joué Kenny Dunford, un joueur dont la dépendance a presque ruiné la carrière de pilote de son ami. C'était le premier grand film sur la NASCAR et mettait même en vedette de vrais pilotes comme Richard Petty et Cale Yarborough. Elvis a gagné 850 000 $, plus 50% des bénéfices. Le personnage de Bill était complexe, imparfait et émotif. C'était l'une de ses premières performances cinématographiques les plus fortes. À cette époque, Bill en avait assez de simplement jouer. En 1970, pendant la cour d'Eddie's Father, il a commencé à réaliser. La série, qui a duré de 1969 à 1972, le mettait en vedette dans le rôle de Tom Corbett, un père veuf élevant son fils Eddie. L'alchimie émotionnelle entre lui et l'enfant acteur Brandon Cruz a stupéfié le public. Au total, il a réalisé 8 épisodes, dont The Karate Story, qui a été diffusé en janvier 1972. Il a été nominé aux Emmy Awards en 1971 pour ce rôle.
Son style de réalisation était minutieux, perfectionniste et pratique. Il savait ce qu'il voulait et poussait tout le monde à l'atteindre. À l'époque, la plupart des acteurs principaux n'étaient pas autorisés à réaliser, mais Bill a réussi à le faire. En 1976, il a de nouveau choqué le public. Il a joué Willie Abbott dans Rich Man, Poor Man, un homme façonné par la cupidité et le pouvoir. C'était un rôle sombre, loin de son image paternelle, chaleureuse. La mini-série a attiré en moyenne 34,9 millions de téléspectateurs par épisode. Sa performance lui a valu une autre nomination aux Emmy Awards. Les gens étaient stupéfaits de le voir jouer un homme moralement brisé, mais c'est ce qui l'a rendu puissant. L'un de ses rôles les plus surprenants est survenu en 1973 lorsqu'il a joué dans The Magician. Il a joué Anthony Blake, un vrai magicien qui résolvait des crimes. Ce qui le rendait spécial, c'est que chaque tour de magie qu'il faisait à l'écran était réel. Pas d'effets spéciaux, pas de trucage photographique. Il s'est entraîné avec le magicien Mark Wilson et a appris la prestidigitation, le mentalisme et les numéros d'évasion. La série a duré 22 épisodes et a présenté au public la magie faite à la dure. Il a continué à réaliser, lui aussi. En 1975, il a réalisé des épisodes de Manx, comme A Ransom for Yesterday, qui a été diffusé le 9 février. Elle était centrée sur une rançon de 250 000 $, soit 1,4 million de dollars aujourd'hui. Cette série a compté en moyenne 302 décès par épisode, l'une des plus violentes à la télévision. La réalisation de Bill était moins axée sur la violence et davantage sur les conséquences émotionnelles. Il a géré 4 épisodes au total, dont A Word Called Courage et Hardball, prouvant qu'il pouvait s'attaquer à des histoires de crimes difficiles tout en les rendant humaines. En novembre 1977, Bill Bixby est entré dans les réunions de CBS avec une demande audacieuse. Il leur a dit que la série Hulk ne serait pas une émission idiote pour enfants. Il a dit que ce serait un drame sérieux et réel. Il ne voulait pas de couleurs vives ni de blagues caricaturales. Il voulait montrer la douleur, la solitude et la lutte. Au début, les producteurs ne le croyaient pas. Ils s'attendaient à quelque chose comme Batman dans les années 1960. Mais lorsque le pilote a été diffusé le 4 novembre 1977, il a choqué tout le monde. Il ressemblait à un film d'horreur avec une musique de piano triste et des ombres sombres. Bixby a joué le Dr. David Banner comme un vrai homme se noyant dans la culpabilité. Ce pilote est devenu le téléfilm le plus regardé de l'année sur CBS. Et juste comme ça, Bixby a prouvé son point. La série complète a commencé le 10 mars 1968 et a duré jusqu'au 12 mai 1982 avec 80 épisodes au total. Dans les coulisses, c'était un travail difficile. Lou Ferrigno, qui jouait Hulk, devait rester assis pendant 5 à 4 heures de maquillage chaque jour. Sur le pilote, il est resté assis pendant 20 heures d'affilée. Après le maquillage, il devait encore jouer pendant 12 à 14 heures en costume complet. Il ne pouvait même pas enlever la peinture facilement. Ils ont dû installer une douche spéciale dans sa remorque et 2 assistants lui frottaient le dos. Certaines semaines, il ne travaillait que 3 longues journées. D'autres fois, il travaillait 7 jours sans interruption. Son maquillage vert lui causait des problèmes de peau. Les prothèses sur son visage ressemblaient à de la gelée collée à sa peau. L'équipe de maquillage a changé plusieurs fois. Ce n'était pas facile. Mais même pendant tout ce temps, Tup Bixby ne faisait pas que jouer. Il a aussi commencé à réaliser des épisodes. En 1951, il a réalisé l'histoire en 2 parties, intitulée The First, qui est devenue l'une des plus puissantes de la série. La même année, quelque chose s'est produit qui allait changer Bixby à jamais. Le 4 mars 1951, il était en voyage de ski à Mammoth Lakes avec son fils de 6 ans, Christopher. Le garçon a développé une soudaine infection de la gorge. À l'hôpital, le médecin était occupé à enlever une écharde du doigt d'un autre patient pendant que Christopher attendait. Au moment où ils ont essayé d'insérer une sonde respiratoire, il était trop tard. Christopher a fait un arrêt cardiaque et est décédé.
Bixby a dit plus tard: « Mon fils a suffoqué pendant que le médecin enlevait une écharde du doigt d'un autre médecin. Cette perte l'a anéanti. » Il a dit que pendant 2 ans, il était rempli de rage et ne pouvait pas penser clairement. Un peu plus d'1 an plus tard, le 7 avril 1982, la mère de Christopher, l'actrice Brenda Bennett, s'est suicidée. Elle n'avait que 36 ans. Elle a allumé des bougies, s'est allongée dans la salle de bain et s'est tiré une balle avec un revolver de calibre 38. Bixby et Bennett avaient divorcé l'année précédente. Des amis ont dit qu'elle se noyait dans le chagrin depuis la mort de leur fils. Elle avait également mis fin à une relation 2 semaines auparavant. C'était trop. Bixby a perdu son enfant et son ancienne femme en 13 mois. Pour survivre, il s'est jeté dans le travail. Fin 1941, il a commencé à réaliser des épisodes de Monsieur Merlin. L'un des premiers a été diffusé le 14 octobre 1981, intitulé The Cloning of the Green. La série n'a duré que 22 épisodes, se terminant en mars 1942, mais Bixby en a réalisé beaucoup, surmontant sa douleur. Les gens sur le plateau ont dit qu'il restait chaleureux et gentil, même lorsqu'il souffrait clairement. Ce besoin de connexion et de famille avait déjà commencé des années plus tôt, lorsqu'il a travaillé sur The Courtship of Eddie's Father de 1969 à 1972. Le garçon qui jouait Eddie, Brandon Cruz, ne venait pas d'un foyer stable. Bixby l'a pris sous son aile. Hors écran, ils ont formé un lien profond. Bixby appelait Cruz sa famille dans la vraie vie. Il a dit une fois: « Je ne savais pas que j'avais cette partie de moi jusqu'à ce qu'après la série. » C'était grâce à Brandon. Lorsque Bixby a perdu son fils en 1981, Cruz est devenu encore plus important pour lui. Des années plus tard, Cruz a nommé son propre enfant d'après Bixby pour honorer leur lien à vie. Sur l'incroyable Hulk, Bixby a formé un autre lien surprenant avec Lou Ferrigno. Ferrigno n'avait que 21 ans lorsqu'il a rejoint la série, le plus jeune gagnant de l'histoire de Monsieur Univers, mais il n'avait aucune expérience d'acteur. Bixby lui a enseigné patiemment. Pendant les longs tournages de nuit, Bixby montrait tranquillement à Ferrigno comment exprimer ses émotions. Au fil du temps, Ferrigno a commencé à appeler Bixby une figure paternelle. Même des décennies plus tard, Ferrigno a dit que les épisodes réalisés par Bixby étaient ses préférés. Ce lien a aidé Ferraro à devenir un vrai acteur. En 1988, Bixby est revenu dans le rôle de David Banner dans un téléfilm intitulé The Incredible Hulk Returns. Cette fois, ce n'était pas sur CBS, c'était sur NBC, et cela a introduit quelque chose de nouveau. Thor de Marvel, c'était l'idée de Bixby. Il voulait connecter Hulk à un univers plus grand, mais la chaîne voulait plus d'action et moins de drame. Bixby a riposté. Il s'est assuré que la musique de piano triste et le ton profond restaient dans le film. Ferraro a dû s'entraîner dur à nouveau, gagnant 45 livres en 3 mois pour redevenir Hulk. Le film a été diffusé le 22 mai 1948. Il a préparé le terrain pour de futurs projets Hulk tout en restant fidèle à la vision de Bixby. Ses compétences en tant que réalisateur n'ont cessé de croître. Il a même été nominé pour un prix de la Directors Guild of America en 1977 pour un épisode de Rich Man, Poor Man, livre 2. C'était choquant parce que l'auteur original n'avait même pas encore écrit de 2e livre. Bixby a dû se débrouiller au fur et à mesure. Cet épisode, le chapitre 3, s'est démarqué parmi les 21 épisodes et a contribué à façonner l'avenir des mini-séries télévisées. Tous ces projets n'ont pas fonctionné. En 1984, il a réalisé un pilote pour une 3e retombée de MASH appelée Walter. Il n'a été diffusé qu'une seule fois, le 17 juillet 1984, et il n'a jamais été diffusé sur la côte ouest parce que la Convention nationale démocrate l'a interrompu. L'histoire était trop déprimante. Radar O'Reilly a perdu sa ferme, a divorcé pendant sa lune de miel et est devenu un flic suicidaire. Les critiques l'ont qualifié d'invivable. L'un d'eux a même dit qu'il préférait regarder le discours de Walter Mondale. La même année, Bixby a également travaillé sur une série intitulée Dreams. C'était en avance sur son temps.
Elle utilisait le son stéréo et les styles de vidéoclips. Elle mettait en vedette John Stamos et Jamie Gertz. Bixby a réalisé le pilote Kiss Me Red et un épisode inédit intitulé Suspicions. La série n'a duré que du 3 octobre au 31 octobre 1984. Seulement 5 épisodes ont été diffusés, mais une chanson de la série, Alone, est devenue un succès pour Heart en 1987. La série était terminée, mais sa musique a continué à vivre. Entre 1987 et 1988, Bixby a réalisé 8 épisodes de la comédie Sledgehammer. C'était une parodie de Dirty Harry, pleine de blagues absurdes et de violences exagérées. Bixby a même fait une petite apparition dans un épisode en tant que prisonnier criant « Je suis libre, je suis libre » lorsque la mauvaise porte s'est ouverte. C'était étrange, drôle et montrait l'étendue du talent de Bixby. En décembre 1990, Bixby s'est remarié, cette fois avec Laura Michaels. Cela ressemblait à un nouveau départ, mais cela n'a pas duré. En 1941, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Quelques mois seulement après le mariage, elle l'a quitté. Leur divorce a été prononcé en juin 1992. C'était la partie la plus cruelle. Il s'était enfin ouvert et maintenant il faisait face au cancer seul. Des amis ont dit qu'il était au plus bas. Pas de famille, pas de mariage, le cancer se propageant dans ses os. En avril 1941, Bill Bixby a appris qu'il avait un cancer de la prostate. C'était le genre de nouvelle qui pouvait arrêter n'importe qui dans son élan. Mais pas lui. Il n'a pas ralenti. Il a continué à se présenter au travail pour réaliser des épisodes de la série à succès Blossom sur NBC. Même lorsqu'il souffrait terriblement, même lorsque le cancer s'était propagé à ses os, sa vessie et son foie, en 1992, il montait toujours sur le plateau. Le 20 novembre 1992, il a réalisé un épisode intitulé « Getting Lucky ». Le lendemain, il s'est enregistré au UCLA Medical Center pour un traitement expérimental utilisant un médicament appelé Suramine. Il prenait des pilules et des médicaments par voie intraveineuse 5 à 6 fois par jour, essayant de gérer une douleur qui ne disparaissait jamais. Pourtant, il n'a jamais laissé les acteurs ou l'équipe le voir se plaindre. Ils étaient choqués, non seulement parce qu'il travaillait en mourant, mais aussi parce qu'il se souciait toujours de faire en sorte que chaque plan soit parfait. 2 ans plus tôt, en février 1990, NBC a diffusé un téléfilm intitulé « La mort de l'incroyable Hulk ». Bixby a non seulement joué le Dr. David Banner une dernière fois, mais il a également réalisé l'ensemble du film. Dans l'histoire, Banner se cachait à Portland, se faisant passer pour un concierge handicapé mental nommé David Bellamy. Il essayait de trouver un remède, et à la fin, Banner est mort dans un accident d'avion. C'était trop réel, trop proche. Dans les coulisses, ils avaient déjà écrit un scénario pour une suite intitulée « La revanche de l'incroyable Hulk », où Banner reviendrait à la vie. Mais cette fois, avec le corps de Hulk et l'esprit de Banner, ils n'ont jamais pu le faire. Une fois que le cancer de Bixby est devenu terminal, tout s'est arrêté. En janvier 1992, CBS a diffusé « Diagnosis of Murder », où Bixby jouait un suspect de meurtre. C'était son dernier rôle au cinéma après plus de 30 ans de carrière d'acteur. À l'époque, il suivait également une chimiothérapie intense, mais il a quand même livré l'une de ses performances les plus puissantes. Il l'a filmé à Vancouver, la même ville où il avait tourné son dernier film Hulk. Personne ne pouvait croire à quel point il était encore vif. Marrot Hartley était également dans le film. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Regarder Bixby continuer à traverser tout cela a laissé une profonde marque sur tous ceux qui étaient là. Le 21 novembre 1993, Bill Bixby est décédé à l'âge de 59 ans dans sa maison de Century City. Pendant 3 ans, le cancer avait déchiré son corps. Mais même alors, les médecins ont dit qu'il avait vécu près de 2 ans de plus que prévu. Sa mort a mis fin à plus qu'une simple vie. Elle a fermé la porte à une suite de Hulk que les fans avaient espéré. Le scénario de la revanche de l'incroyable Hulk avait déjà été écrit en juillet 1990,
Mais sans Bixby, il n'y avait pas de Banner. À ses funérailles, des centaines de personnes de l'industrie sont venues. Ils ne le voyaient pas seulement comme un acteur. Ils se souvenaient d'un homme qui continuait à se présenter, qui restait gentil, qui donnait tout ce qu'il avait chaque jour. Même dans la douleur, Bixby n'a jamais cessé d'aider les autres. Il a encadré de jeunes acteurs et des membres de l'équipe un par un. Les gens disaient qu'il rampait dans votre esprit pour comprendre vos problèmes avant de donner des conseils. Et il a fait tout cela tout en prenant plusieurs analgésiques, en endurant des traitements constants et en souriant toujours. Sa co-star, Brandon Cruz de The Courtship of Eddie's Father, a dit que Bixby n'a jamais rabaissé personne. Il traitait tout le monde de la même manière, même lorsqu'il était en train de mourir. Des années plus tôt, Bixby avait également souffert de choses dont la plupart des gens ne se remettraient jamais. En 1941, son fils Christopher, âgé de 6 ans, est décédé subitement lors d'un voyage de ski. L'année suivante, son ex-femme, Brenda Bennett, s'est suicidée. Elle ne pouvait pas supporter la perte de leur fils. Mais Bixby n'a jamais cessé de travailler. Il utilisait le travail comme échappatoire. Les gens qui ont travaillé avec lui ont dit qu'il ne se contentait pas de continuer. Il continuait à élever les autres tout en portant toute cette douleur à l'intérieur. Même le tournage de l'incroyable Hulk l'avait mis à l'épreuve au-delà de ce que la plupart des acteurs accepteraient, rien que pour les scènes. Transformation, il passait 2 heures à se maquiller en portant des lentilles de contact rigides douloureuses qui devaient être retirées toutes les 15 minutes. Fin, qui jouait Hulk, passait 3 à 4 heures à se faire maquiller en vert chaque jour. Dans l'épisode pilote, en 1977, Finneau est resté maquillé pendant 20 heures d'affilée. Les enfants sur le plateau n'arrêtaient pas d'avoir leur costume ruiné parce que la peinture verte se déteignait sur tout. Mais Bixby n'a jamais perdu son sang-froid. Il a gardé tout le monde stable, peu importe la difficulté des journées. Il y a même eu un jour de tournage à 4 heures du matin où un coyote sauvage a volé le déjeuner de Lou Ferrigno. Il avait une omelette géante avec 12 œufs assises devant sa remorque. Et au milieu de ce tournage glacial tôt le matin, le coyote l'a attrapé. Bixby n'a pas paniqué. Il a ajusté le calendrier, a fait des blagues à ce sujet et a continué. C'est devenu une partie de la légende. Pas de petit déjeuner explique pourquoi Hulk est si en colère. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Bixby avait personnellement formé Ferrigno. Furneaux n'avait jamais joué auparavant et, comme il était malentendant, cela rendait les choses encore plus difficiles. Bixby a pris des heures de son temps hors caméra pour l'aider avec le dialogue, le positionnement et même la compréhension des émotions à travers le mouvement. Ferrigno portait des appareils auditifs et Bixby s'assurait que les maquilleurs ne mettaient jamais de peinture verte près de ses oreilles. Ferrigno a dit que Bixby était comme un père pour lui. Il regardait même les anciennes émissions de Bixby pour apprendre à jouer. Un jour, Cary Grant est venu sur le plateau juste pour rencontrer Hulk. Bixby s'est assuré que Ferrigno ait sa photo. Il élevait toujours les autres, s'assurant toujours que tout le monde ait ce dont il avait besoin. Mais le calendrier de tournage de l'incroyable Hulk était un cauchemar. Ils n'avaient pas leur propre plateau de tournage. Ils changeaient constamment de lieu. À la 4e saison, un tiers de l'équipe avait démissionné ou était tombé malade. Les journées duraient de 12 à 14 heures. Parfois, Ferriot travaillait jusqu'à 2 heures du matin. Mais Bixby n'a jamais manqué un jour, ne s'est jamais effondré, ne s'est jamais craquelé. Même en réalisant Blossom seulement 5 jours avant sa mort, ils tenaient toujours tout ensemble. Bixby et Ferrigno ne partageaient pas beaucoup de temps seulement à l'écran, mais leur lien était réel. Bixby jouait comment Banner se sentait avant les scènes de transformation pour que Finneau puisse correspondre aux émotions sans mots. Il le coachait tout en faisant sa propre performance. C'est pourquoi la mort de l'incroyable Hulk était si émouvante. Vous pouviez sentir la douleur non seulement de Banner, mais de Bixby lui-même. Lorsque NBC a réalisé à quel point ce film avait bien marché, ils en ont prévu d'autres. Le prochain aurait ramené Banner à la vie, mais le cancer a mis fin à tout cela.
Bixby a réalisé son dernier épisode de Blossom seulement 6 jours avant son décès. Fargno dit que les leçons qu'il a reçues de Bixby ne concernaient pas seulement le jeu. Elles concernaient la vie, la célébrité, le travail, la dignité. Et une fois que Bixby est parti, la relance de Hulk prévue a également disparu. Sans lui, ça ne semblait pas juste.